coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui mardi 20 février et je vais débuter ce vlog avec une petite réception. Je me suis acheté quelques petits trucs sur Amazon et je voulais vous montrer parce qu'en fait c'est trop kiki en fait. Voilà, si vous aimez des trucs un peu kawaii, voilà, mignons, vous allez peut-être aimer. Donc je voulais vous montrer, voilà, tout simplement parce que j'ai acheté ça pour le boulot, histoire de mettre un petit peu de fun dans ma journée, voilà. J'ai pris des post-it, puisque j'utilise pas mal de post-it, je travaille dans une école, je suis secrétaire, donc voilà, les post-it on utilise. Et en fait j'ai trouvé un petit lot sur Amazon, c'était quand même cher, hein, c'était pas loin de 10 balles. Voilà, c'est pas donné. Avec, donc vous avez 6 sortes de post-it différents. Et donc c'est trop mignon. Vous avez des petits chats, des petits oursons, des cochons, des pingouins, des hamsters et des, je sais pas si c'est des Shiba, des Akita, j'en sais trop rien. Mais bon voilà, des petits chiens mignons. Il y a 15 petits post-it par... voilà, par petit lot, donc bon, il n'y en a pas non plus des masses, mais ça fait quand même 45 par petit paquet. Je trouve ça mignon, je vais en avoir pour un certain temps. Et en fait, moi je trouve ça assez drôle. Voilà, je dis, je travaille dans une école. Quand je dois donner des trucs aux parents ou quoi, je sais pas, je trouve ça assez mignon en fait. Et je trouve que ça va bien dans l'esprit école et puis... ça reflète ma personnalité. Je trouve ça plus sympa qu'un bête post-it jaune lambda qu'on a tous vu. Voilà, je trouve ça c'est chouette. Par la même occasion, j'ai acheté des petits stickers. C'est pour coller dans mon bullet journal. J'ai délaissé pendant très longtemps mon bullet journal. Je vous avoue, je n'écrivais plus du tout dedans. Mis à part tout ce qui était suivi financier. Ça, j'ai toujours fait. Mais à part ça, c'est vrai que je notais plus rien du tout, j'ai vraiment délaissé ça. Et donc là, je m'y suis remis, mais un petit peu différemment. Là, j'écris un petit peu toutes mes pensées du jour et tout ce que j'ai fait de la journée. Donc, je n'utilise plus mon bullet journal comme un outil dans lequel je dois planifier des choses, parce qu'en fait, ça ne m'est pas du tout utile. Mais j'utilise plutôt cet outil comme un récapitulatif de ma journée, afin de voir tout ce qui s'est passé dans ma journée, tout ce que j'ai fait, parce que parfois à la fin de la journée je suis vraiment épuisée, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, et en fait quand je note tout ce que j'ai fait, que je mets tout bout à bout, en fait si je fais énormément de choses sans spécialement m'en rendre compte. J'écris aussi des pensées, des trucs qui me traversent l'esprit, qui me bouffent, qui m'énervent, je les note. Et j'ai aussi là récemment fait un suivi de poids, voilà, j'essaie de perdre du poids, donc je note ça aussi, et j'essaie de noter en mettant des couleurs, en variant les styles d'écriture, en vraiment faisant quelque chose d'assez joli, enfin joli. J'essaye pas de faire de la calligraphie, je fais pas des dessins, rien de tout ça, mais j'essaye de remplir des pages et je sais pas, de mettre en avant certaines choses plus que d'autres. Je vais pas savoir vous montrer parce que c'est super personnel, donc je vais pas vous montrer un exemple de page, mais... voilà, j'ai jamais utilisé le bullet journal de cette façon et là j'ai vraiment envie, c'est un peu comme un journal intime mais beaucoup plus scindé, beaucoup plus, voilà, je passe pas mon temps à faire des grands textes, c'est plutôt des idées mises sans verbe, sans sujet, verbe, complément, mais parfois il y a quand même des phrases, donc voilà, j'essaye, pour l'instant j'aime bien, et donc pour quand même un peu le décorer, je me suis dit que j'allais prendre des petits stickers, et là j'ai pris des fleurs, mais je trouve qu'on voit pas trop parce que là ce sont des fleurs dans les tons mauves, ici c'est plus vert un peu orangé, et le dernier paquet c'est aussi un peu dans le style des marguerites. Il y a je pense 40 pièces par sachet. Alors apparemment de ce que je vois c'est que les stickers sont transparents, donc je pense que ce sera fort joli. Donc voilà, je sais pas si on voit très bien mais je crois que ça va être très joli. Voilà, je vais essayer, c'est pour un petit peu décorer parce que je ne compte pas dessiner. En soi je n'ai pas le temps, voilà, je n'ai pas le temps. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai laissé le bullet journal, c'est parce que juste un manque de temps. Tandis que là je fais quelque chose qui est vraiment sans prise de tête et qui n'a pas pour vocation d'être joli, et je crois que du coup ça me motive un peu plus. Donc voilà, j'ai pris ce petit lot, donc c'était un lot de 3, je sais plus combien ça m'a coûté, 5-6 €, je sais plus. J'ai trouvé ça aussi sur Amazon, je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous dit d'acheter la même chose. Et alors ce que j'ai pris aussi, toujours pour le bullet journal, je me suis pris un lot de feutres, mais de la marque Amazon. Donc c'est la marque Amazon Basics. Il y a 24 couleurs assorties, j'ai pas payé ça très cher.
Encore une fois, je ne me souviens plus trop du prix. Ça ressemble très fort à une marque de feutre. Mais je ne me souviens plus de l'appellation. J'essaierai de vous mettre une petite note, mais qui coûte beaucoup plus cher. Et donc ici, voilà, il y a plein de couleurs. Plein de couleurs. Voilà, il y a de quoi faire. Et par rapport à la mine, je vais essayer de vous montrer avec le noir, peut-être qu'on verra un peu mieux. C'est une mine comme ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer. Je les ai reçus là aujourd'hui. J'ai pas encore testé. Je sais pas s'ils tiennent bien la route. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir les utiliser. Mais voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de couleurs. Moi, ça m'arrange bien. 24 couleurs différentes. J'ai plein de feutres. J'ai des stabilos. J'ai pas mal de feutres, mais j'en ai jamais assez. Donc du coup, j'avais envie d'en rajouter. Donc j'ai acheté ça. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir avec ces petits feutres. Donc voilà, c'était la petite introduction de cette vidéo avec du matériel de papeterie. Écoutez, je vous en présente jamais. J'en achète quand même très peu, donc c'était l'occasion. Je vous laisserai le lien de tout ça en barre d'infos et je vous retrouve plus tard avec les prochains rushs vidéo. Et coucou, on est mercredi 21 février et je vais vous montrer mes deux réceptions du jour. J'ai reçu la nouvelle parution de chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est le nouveau livre de Lucie Maud Montgomery. Enfin quand je dis nouveau livre, le truc il a été écrit en 1923. Voilà, 1923. On est passé à un truc tout récent. Il a un siècle le truc. Enfin voilà, bref. C'est la nouvelle parution de chez Monsieur Toussaint Louverture, mais donc c'est un vieux roman qui a été donc écrit par Lucie Maud Montgomery, qui a écrit la saga de Anne de Green Gables. Saga que je n'ai pas terminée. Il me manque, je les ai mais je les ai pas encore lus, les 2 derniers tomes. Donc je pense que je suis arrivée jusqu'au... en fait ils sont là-bas. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai lu les 7 premiers tomes de la saga de Anne de Green Gables et il me manque les 2 derniers, 8 et 9. Et ça, c'est la nouvelle saga parue chez Monsieur Toussaint Louverture de l'autrice. Je sais pas du tout combien de tomes sont prévus, mais voilà, elle me tentait beaucoup parce que moi j'adore ces romans-là. Ici donc on est sur une nouvelle héroïne, donc c'est Emily de New Moon. La couverture encore une fois est très belle, alors c'est toujours dans le même esprit que les couvertures de Anne de Green Gables. Je suppose que c'est toujours le même illustrateur, je ne sais pas trop. L'arrière est comme ça, vraiment c'est très joli. Très beau, ça donne vraiment envie. Alors il y a quand même pas mal de pages dans celui-ci, 430 pages apparemment de ce que je vois plus ou moins. C'est un roman, c'est exactement comme Anne de Green Gables, donc en fait c'est très rempli, hein. Voilà. On est sur du bon texte, hein. C'est pas écrit très grand, donc c'est pas le roman qui se lit très vite, je crois. Mais voilà, j'ai très envie de le découvrir. D'ailleurs, ce sera ma prochaine lecture, parce que là j'ai terminé un livre aujourd'hui, je vous en reparle tout de suite. Et dans les réceptions, il y avait également celui-ci. Donc j'ai déjà mis mon petit marque-page pour le lire, parce que le but c'est de le lire tout de suite et pas attendre 150 ans pour le commencer. Et donc c'est Mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose de Kevin Finel. Donc c'est publié chez Le Duc. Alors moi je ne suis pas du genre à acheter des livres qui parlent de régime, de comment mincir, ce genre de choses. Pas du tout, parce que les régimes j'y crois pas, voilà. Mais en fait ici, si vous voulez, j'avais écouté un podcast sur la chaîne Métamorphose où en fait justement Kevin Finel était invité et il répondait aux questions. Entre autres donc sur son nouveau livre, il parlait de l'hypnose et du fait de maigrir grâce à ça, enfin plutôt grâce à l'auto-hypnose, hein, parce que le but c'est d'arriver à faire les exercices soi-même, de ne pas aller voir un thérapeute. Et ce qu'il disait, eh bien, me parlait beaucoup, je trouvais ça très intéressant et j'ai eu envie de découvrir ce roman parce que voilà, il explique que, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, et je pense même beaucoup de personnes, nous sommes des mangeurs émotionnels. Je sais, j'ai conscience que c'est mon cas, et donc j'aimerais bien pouvoir changer ça. Le fait de, en cas de stress, en cas d'ennui, en cas de mal-être, d'arrêter de manger. Mais évidemment, quand c'est dans tes habitudes depuis des années, depuis presque toujours, c'est difficile à changer. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas. Les exercices d'auto-hypnose, ça a l'air hyper intéressant. Donc ça parle de plein de choses, hein. Apparemment, ça parle aussi, j'ai vu à un moment donné les bienfaits du curcuma. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'auto-hypnose, mais je pense qu'il y a un petit peu de tout dans ce roman. Enfin, dans ce livre. Donc il t'aide à trouver les causes de ton surpoids. Là, je vois pourquoi consommer,
Pourquoi faut-il consommer moins de sucre? Tour du monde au saut du lit, à l'anglaise, à la japonaise, à l'allemande, à la marocaine. 8 bonnes raisons de s'inspirer de l'alimentation japonaise. Voilà, des exemples de recettes japonaises que je ne ferai sûrement pas parce que je pense que ce sera trop compliqué. Et moi, quand c'est compliqué pour cuisiner, laisse tomber. Donc voilà, ici, il parle du curcuma, des oléagineux, 5 raisons de ne plus bouder le gras, etc. etc. Il parle du jeûne intermittent aussi. Le jeûne intermittent qui n'est pas du tout fait pour moi. Parce que, voilà, moi il faut que je mange. Si je mange pas, je suis pas bien. Arrivé au boulot, en général, je mange pas avant d'arriver au travail. Mais par contre, c'est pas possible pour moi de tenir jusqu'à midi et demi, jusqu'à mon heure de table, sans manger. En fait, mon ventre gargouille et quand t'as des gens en face de toi et que t'as ton ventre qui gargouille, c'est super gênant, quoi. Ça m'est déjà arrivé, mais combien de fois? Enfin, voilà, c'est pas possible. Je trouve ça super gênant. Et puis bon, bah t'es pas bien. Moi, je suis pas bien quand je mange pas. Donc, jeûne intermittent, c'est pas pour moi du tout. J'ai essayé, ça marche pas. Mais voilà, j'avais très envie de le lire. Il a l'air très intéressant. Donc on verra, le but c'est de le commencer là maintenant, hein. Donc je vais essayer de faire les exercices et de voir, faut que j'essaye de m'y tenir. Donc ça c'était les 2 réceptions livres du jour. Et alors j'ai terminé justement un roman aujourd'hui. C'est donc celui-ci, Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Kemai. Donc c'est publié chez Charleston. C'est un livre que j'ai reçu gratuitement dans le cadre d'une masse critique Babelio. Je l'avais demandé, hein, voilà, on me l'a pas envoyé comme ça par hasard. J'avais demandé pour l'avoir et je suis très contente de l'avoir reçu. Je le trouve très très joli. J'aime beaucoup la couverture, franchement. La couverture donne envie et le texte est vraiment hyper bien. C'était un très très beau livre. Alors assez difficile parce que forcément on va aborder des thèmes assez sensibles. Donc c'est triste et en même temps c'est porteur d'espoir. Ici on va parler de la guerre au Vietnam, donc on va en fait être sur 2 temporalités. On est à la fois en 1969 avec 2 sœurs vietnamiennes qui, pour aider leurs parents qui sont criblés de dettes, qui sont vraiment dans la misère, voilà, c'est un peu la merde. Elles décident d'aller à Saigon, je ne sais plus, moi les noms, bref, dans une grande ville pour travailler là-bas parce que l'une de leurs amies qui travaillait là-bas est revenue au village en leur disant qu'il y avait vraiment beaucoup d'argent à se faire et que pour gagner beaucoup d'argent, il leur suffirait de travailler dans un bar et de boire du thé avec des Américains. Elles n'auraient que ça à faire, boire du thé. Du thé qui ne sera pas alcoolisé mais que les Américains penseront alcoolisé. Et leur seul but c'est de se faire payer des verres, c'est tout. Et donc, bon toi tu te doutes bien en lisant le truc que ça pue, juste boire du thé avec des hommes. Oui, disons que les filles, bah, elles sont naïves, quoi, voilà, ce sont des filles de la campagne, elles ont 16 et 18 ans, je pense, voilà, tout ce qui est pureté de la femme, virginité, etc., c'est très très important, elles ont jamais connu d'homme, bien entendu, jamais embrassé personne, jamais même tenu la main d'un homme, et donc, bah, pour aider leurs parents, elles partent, et voilà, on se doute bien de ce qui va finir par arriver. On leur demande pas de boire uniquement du thé et ben, elles vont tomber dans la prostitution. Et donc on suit ces 2 sœurs et on suit également en 2016 2 personnes. Donc on suit d'abord Dan qui est un Américain qui a fait la guerre au Vietnam et qui a connu une femme au Vietnam à ce moment-là. Et il va être à la recherche de cette femme en fait, donc il a eu une relation avec elle. Il l'a quittée alors qu'elle était enceinte. Et en fait, là, il est traumatisé en fait par ce qu'il a vécu au Vietnam en 1969. Des années après, il est toujours traumatisé. Et en fait, il veut essayer de réparer les choses et il va partir. Il va faire un voyage au Vietnam que sa femme va organiser. Et quand il sera là-bas, il va avoir envie d'essayer de retrouver cette femme et potentiellement l'enfant qu'ils auraient eu ensemble. On suit donc Dan et on suit également Fong qui lui en fait est un homme donc déjà d'un certain âge, dans la quarantaine, qui est né dans ces eaux-là, mais entre 1969 et 1970, 1971, il est né dans ces eaux-là.
d'une mère vietnamienne et d'un père américain. Sauf que il a été abandonné et il sait pas qui sont ses parents. Il a vécu une vie de misère, mais vraiment de misère. Et en fait là, lui il est marié, il a des enfants et il aimerait bien pouvoir offrir une vie un peu meilleure à sa famille. Et donc il aimerait bien pouvoir immigrer aux États-Unis, car les enfants issus d'une relation entre Américains et Vietnamiennes ont le droit d'immigrer aux États-Unis, mais pour ça il faut qu'ils puissent prouver que leur père était bien américain. Donc voilà, lui il va se lancer comme ça dans une quête pour essayer de retrouver ses parents. Et voilà, on va suivre ces ces quatre plutôt personnages, puisque c'est deux sœurs en 1969. Et donc ce qui est très dur dans ce roman, c'est de se rendre compte de la condition de ces enfants issus d'une relation entre une Vietnamienne et un Américain, parce qu'en fait, ce sont des enfants de la honte, et qui ont été pour la plupart abandonnés, et qui sont moqués, qui n'ont pas de statut au Vietnam, qui sont considérés comme des déchets, parce que c'est comme des gens qui ont trahi leur pays, alors que ils en peuvent rien, hein, ils n'ont pas demandé à venir. Et même encore, parce que de nos jours, enfin là ça va jusqu'en 2018, c'est toujours pas terrible en fait pour eux, et c'est vraiment très très triste de voir ce que ces enfants vivent, ont subi. Et puis voilà aussi tout ce que ces deux sœurs ont dû faire en 1969, ont dû se forcer à faire, parce qu'il n'y avait aucune perspective d'avenir pour elles, parce qu'il fallait qu'elles aident leurs parents, il n'y avait pas d'argent, et elles avaient que leur corps quoi. Et c'est vraiment vraiment triste, vraiment dur. On est vraiment plongé au cœur de la guerre, mais du point de vue des Vietnamiennes, vraiment. On n'est pas du point de vue des soldats ou quoi, c'est vraiment de la population locale féminine. On suit vraiment que des femmes. Enfin, sauf les deux personnes Dan et Phong, mais vraiment c'est tourné vers les femmes, vers le côté féminin du Vietnam. Je trouve ça super intéressant. Ce point de vue-là était vraiment intéressant. Ce sont de belles leçons de vie, évidemment. On apprend des choses, parce que moi c'est vrai que la guerre au Vietnam, j'avoue, je connais pas grand-chose sur ce qui s'est passé. J'ai pas vu ça à l'école et je m'y suis pas vraiment intéressée en fait. Donc du coup là on apprend quand même des choses, même si je vous dis c'est pas vraiment tourné sur la guerre en elle-même, sur les opérations militaires, etc. Tout ce qui s'est passé, l'agent orange, etc. C'est mentionné, mais c'est pas décrit. On est vraiment tourné ici vers la condition des femmes, population locale. Et c'est pas terrible quoi, comme on peut s'en douter. C'est un roman hyper intéressant, c'est très bien écrit et bien traduit. Franchement, le travail éditorial est nickel. Vraiment rien à redire, c'était très bien. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai un très bon roman. Franchement, je n'ai aucun reproche à faire à ce roman. Pour moi, il était vraiment très très bien. Tant qu'à faire, je vais embrayer avec un deuxième point lecture, mais qui sera plus court celui-là. Dans mon vlog précédent, je vous avais dit que j'avais commencé le tome 3 des Détectives du Yorkshire, donc de Julia Chapman. Donc ici, c'est Rendez-vous avec le mystère. Je l'ai terminé bien entendu, et ce tome 3 était vraiment un très très bon tome. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment. Cette série est toujours aussi bien. Donc là c'est le 3e livre que je lis et franchement je suis toujours charmée. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que l'intrigue se tient. Je trouve vraiment, t'as ce côté cosy. C'est vrai, parce que t'es dans un petit village anglais, donc déjà, moi ça me parle, j'aime bien. Voilà, l'ambiance, j'adore. Mais en plus, donc t'as quand même une intrigue, hein, puisque c'est un policier, et ça se tient, c'est pas... Moi je trouve pas que c'est tiré par les cheveux, t'as de l'humour, mais pour autant c'est plausible, et moi ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On a toujours nos personnages favoris, hein, Samson et Delilah, les joutes verbales, en veux-tu, en voilà, qui sont vraiment très drôles. Tu as toujours, comme pour les autres, une intrigue dans l'intrigue, donc tu as l'intrigue principale. Ici, il est question d'un acte de décès qui a disparu et que Samson et Delilah vont devoir retrouver, mais évidemment, ça va pas se passer comme prévu, hein. Voilà, cet acte, il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de la mort de cette personne dont ils doivent retrouver l'acte de décès.
Donc ça c'est vraiment l'intrigue principale qui se résout à la fin du roman. Mais tu as aussi comme intrigue secondaire Calimero, le chien de Delilah, qui normalement doit être repris par l'ex-mari de Delilah. Et voilà. Et ça c'est l'intrigue secondaire, on va dire, qui est très très marrante. Mais vraiment, enfin moi je trouve ça marrant. C'est de l'humour, l'humour moi qui me fait rire. Vraiment ça marche très très bien avec moi. Alors on est quand même sur des romans assez conséquents, hein. Vous avez quand même presque 450 pages, c'est pas écrit hyper gros, t'as de la matière, mais c'est pas trop long, c'est vraiment bien. Ici on est en hiver, donc je crois que je vous l'avais dit quand je l'avais commencé, on est au mois de février, donc c'est impeccable. Moi je l'ai lu au mois de février, c'est un pur hasard, mais c'est très bien. Je me demande si le tome 4 ne serait pas au mois de mars, je vais regarder, comme ça je vais attendre. Je le lirai au mois de mars. Comme ça je serai dans l'ambiance et je trouve que ça rajoute encore quelque chose en plus. Alors par contre ici, il y a un moment donné, il y a de la neige quoi. En Belgique, on n'est pas vraiment sur cette ambiance-là, hein, parce qu'en Belgique, voilà, il fait quand même une bonne dizaine de degrés, t'as toutes les jonquilles qui commencent à sortir, on n'a pas de neige, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez cohérent au niveau de la temporalité, et ça j'aime bien. Voilà par rapport à ce petit rush vidéo, je pense que je vais vous laisser ici pour cette petite partie-ci, et je vous retrouve plus tard pour la suite de la vidéo. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 21 février, et je me suis dit que j'allais vous parler d'une de mes dernières lectures. Alors c'est pas celle que j'ai faite, c'est pas la dernière, mais je me rends compte que je ne vous en ai pas encore parlé. Or ce roman est un véritable coup de cœur, c'est mon premier en fait de l'année 2024. Il s'agit de Le Paradis Blanc de Christine Hanna. C'était vraiment une super découverte. Alors si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je vous dis que je lis les romans de mes booktubeuses préférées, celui-ci était le coup de cœur 2023 de Margot Liseuse. Et du coup, elle m'avait vraiment très donné envie de le lire. J'espérais que ça serait un coup de cœur pour moi aussi, et ce fut le cas. Ce roman est vraiment magnifique. Alors, Christine Hanna apparemment est fort connue pour avoir écrit Le Chant du Rossignol, roman que je n'ai pas lu et que je ne pense pas lire, parce que Le Chant du Rossignol est un roman qui parle de la guerre en France, sauf que Christine Hanna, eh bien, elle est américaine. Et donc, je pense que je risque en fait de ne pas aimer du fait que j'ai peur que ce soit pas assez plausible en fait. Qu'une américaine écrive sur des français. Bon, je suis pas française, je suis belge, mais voilà, les pays sont quand même à côté. Et du coup, ça me tente pas trop. Celui-ci va parler de l'Alaska. Alors de base, l'Alaska, c'est pas du tout une région qui me fait envie. Je ne rêve pas d'aller en Alaska. Ces régions hostiles, froides, c'est pas pour moi. Voilà, je n'ai pas cette âme d'aventurière. Mais étant donné que Margot Liseuse vraiment a adoré ce roman, j'avais envie de le découvrir. Ici, on va suivre une famille, donc papa, maman et Lenny, qui a 10 ans, au début de l'histoire. Donc on est en 1970 et en fait son papa, Lenny, est rentré du Vietnam. Donc il a été faire la guerre au Vietnam et il est rentré, mais il est rentré comme beaucoup de soldats, traumatisé. Ça va pas trop dans sa tête. Il pique des crises de colère, il est assez violent. Et voilà, ça se passe vraiment pas bien pour lui. Et il se trouve qu'il hérite un beau jour d'une cabane en Alaska. Donc il s'était fait un pote lors de la guerre au Vietnam qui est décédé et qui en fait lui a légué un petit lopin de terre avec vraiment un petit chalet, le truc de base quoi, hein, en Alaska. Et en fait Ernst, donc c'est le nom du papa, décide de partir là-bas avec sa famille, la maman donc et Lenny, parce que il dit que s'il est là-bas, tout va s'arranger, ça va aller beaucoup mieux. Il a besoin en fait il pense avoir besoin de s'éloigner de la société. Et donc du coup, la petite famille, elle est pas fort emballée, mais voilà, ils veulent faire plaisir au papa, ils veulent que les choses s'arrangent, donc tout le monde débarque en Alaska. 1970, territoire sauvage, c'est déjà pas terrible maintenant, mais alors à l'époque, c'était quand même d'un niveau assez, voilà, hein, on était dans le sauvage, vraiment sauvage. Ils sont pas du tout préparés, hein, forcément, ils débarquent là-bas, voilà, ils savaient pas trop à quoi s'attendre.
Mais ils se font aider par les gens sur place, etc. C'est vraiment, il y a un esprit de communautaire assez dingue en Alaska. En tout cas, comme c'est dépeint dans le roman. Et donc voilà, ils vont s'implanter là-bas. Ils arrivent, je crois, en été, au mois de mai, un truc comme ça. Ils commencent donc à préparer l'hiver, puisque l'Alaska, c'est comme ça. Vu que l'hiver, c'est atroce, disons que les beaux mois servent à préparer les mois très très moches, très très durs, très très rigoureux. Et comme on peut facilement s'y attendre, la situation de Ernst ne va pas s'améliorer. Au début, il y a un mieux, effectivement. Mais il se trouve que Ernst a son côté sombre, en fait, ressort la nuit, quand il fait noir. Sauf que l'hiver en Alaska, disons qu'il n'y a pas beaucoup de clarté, hein, voilà. Il fait pas jour très longtemps, il fait jour que quelques heures, et quand il fait jour, bah, c'est pas terrible, hein, parce voilà, c'est des tempêtes, etc. Et donc, bah, la situation dégénère, quoi. Dégénère très très fort. Et voilà, et on va suivre donc cette famille sur plusieurs années. Donc on démarre en 1970, à la fin on se retrouve en 1986. Donc vous voyez, on va vraiment suivre cette famille sur 16 ans. On va suivre Lenny. C'était vraiment incroyable comme histoire. C'était très beau, c'était très touchant. Alors, on est clairement sur de la description je crois que ça s'appelle nature, je sais plus quoi, ça porte un nom, ce genre de littérature où vraiment la nature est très très fort décrite, il y a beaucoup de descriptions de paysages, mais moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, j'ai adoré même, j'ai trouvé ça très bien, c'était très bien écrit, c'était une ode à la nature, c'était vraiment vraiment beau. Ça me donne pas envie d'aller en Alaska, hein, voilà, faut pas déconner non plus, mais c'était vraiment très bien. Alors Lenny, on s'y attache, moi franchement j'ai beaucoup aimé suivre cette jeune fille. J'ai vraiment souffert avec elle parce qu'elle va vivre des trucs atroces. Il y a aussi une histoire d'amour dans ce roman, je vais pas vous décrire plus que ça, mais une histoire incroyable, vraiment. Alors moi je suis pas du tout roman d'amour, je n'aime pas ça quand c'est cucu, enfin voilà, c'est pas du tout mon truc, mais alors là, c'était d'une beauté. Vraiment, ce roman est magnifique et je m'attendais pas à aimer à ce point-là, je l'ai dévoré. Alors il est grand, hein, franchement, il y a beaucoup de pages. On est quand même sur 600 pages, 630 pages. C'est écrit petit, mais ça se dévore. J'avais tout le temps envie d'y retourner. Vraiment, ce roman, c'était une pépite. Voilà, je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'était très très beau et ça soulève en plus des thèmes assez difficiles. Ben, vous l'avez bien compris, hein, on va parler de violence, de femmes battues, et je trouve que l'autrice décrit assez bien le pourquoi une femme qui se fait taper dessus reste avec son homme. Quand tu n'es pas dans cette situation, que tu n'as jamais vécu ça, je trouve que c'est toujours difficile de concevoir ça. Tu sais, enfin personnellement, j'ai jamais vécu ça. Quand j'entends des histoires de femmes battues, spontanément, on a tendance à se dire, mais pourquoi elle retourne avec lui? Pourquoi il y retourne à chaque fois? Et en fait, je trouve que c'est bien expliqué dans ce roman. Voilà, je trouve que ça aide un peu à comprendre. Et en même temps, c'est désolant et ouais, vraiment, c'était très bien. C'était vraiment un très très bon roman, je vous le conseille. Il est incroyable. Incroyable ce roman. Je sais que l'autrice a écrit aussi le roman sur lequel est basée la série Firefly Lane. J'ai plus le titre en français, mais le titre en anglais c'est Firefly Lane. J'ai pas lu le roman, mais alors la série, bah j'étais sans dessus dessous quand j'ai terminé la série. Je pleure rarement, hein, quand je regarde quelque chose à la télé, mais là j'étais en larmes. Ah vraiment, j'avais les larmes qui coulaient. Voilà, c'était une catastrophe. Mais vraiment, c'était une catastrophe. Alors cette série, si vous l'avez pas vue, elle est sur Netflix. Vraiment, elle vaut la peine. Hein. Elle vaut. Mais vous allez chialer. Hein. Voilà, faut prévenir. Vous allez pleurer. C'est très très belle série. Et effectivement, je retrouve cette façon de pouvoir. En fait, l'autrice utilise raconte la vie de quelqu'un pour t'amener à un endroit bien précis qui va te faire pleurer toutes les larmes de ton corps. Voilà. Et elle fait ça très bien. Très bon roman. Je vous le conseille, vraiment.
c'était incroyable. Je me suis lancée hier dans cette lecture, hein, voilà, je vous montrais dans le rush précédent. Alors j'ai pas lu grand chose parce que je m'endormais, hein, voilà. Disons que quand tu veux essayer de faire de l'auto-hypnose, si tu t'endors, bah voilà, ça marche pas des masses, quoi. Donc j'ai pas été très loin hein, dans la lecture, je suis à page 46. Non, j'étais un peu plus loin que page 46, je pense. En fait, pour réussir à faire l'auto-hypnose, si tu veux, tu as des exercices de base à devoir faire. Donc, il faut s'entraîner à faire ces exercices pour après, eh bien, faire des exercices vraiment qui agissent sur ce pourquoi tu grossis, hein, ce qui fait que tu prends du poids comme ça. Donc moi, c'est blocage émotionnel. Alors moi, je mange. Ce sont mes émotions qui me font manger plus que de raison. Voilà, moi je sais que c'est ça. C'est un problème niveau comportemental chez moi. Moi, je mange trop par habitude, par ennui. C'est vraiment lié à ça et vraiment par habitude, quoi. J'ai des habitudes qui sont pourries que j'ai depuis presque toujours et j'aimerais bien m'en défaire. Bref. Il y a donc une méthode hein, d'auto-hypnose pour y arriver, mais avant de pouvoir faire ça, il faut réussir à faire des exercices de base pour en fait que parvenir à te mettre dans un état de conscience, dans un état d'auto-hypnose. Enfin, c'est même pas un état de conscience, du coup, c'est un peu un état d'inconscience. C'est très compliqué à expliquer. Ils expliquent que c'est un peu comme quand tu rêves. Voilà, tu dois réussir à te mettre dans cet état-là. Donc, ils vont faire des exercices que je n'ai pas fait hier parce que voilà, j'étais dans un état, voilà, c'était juste pas possible. Et en plus, j'étais pas toute seule dans la pièce. Et autant te dire que les exercices qu'ils proposent, faire ça avec quelqu'un à côté de toi, non. Non, c'est pas possible parce que je pense que t'as carrément l'air complètement frappadingue, quoi. C'est très particulier, hein. Donc je n'ai pas encore essayé. Il faut que je le fasse. Je vais peut-être essayer de le faire aujourd'hui. Je verrai bien. Là, j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai encore faire à manger, etc. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps. Mais voilà, j'ai commencé à lire ça. Je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas, hein. Pour ça, il va déjà falloir que je parvienne à entrer en état adéquat pour l'auto-hypnose. Je pense que je ne suis pas très réceptive à l'auto-hypnose, enfin en tout cas à l'hypnose tout court, je ne suis pas hyper réceptive, donc je ne sais pas. J'ai pas encore testé, hein, voilà, je vous en ferai peut-être un retour hein, quand j'aurai avancé, si j'arrive à me mettre dans ce fichu état. Question roman, j'ai commencé sur Liseuse, Les Extraordinaires de Julien Sandrel, je pense que c'est ça son nom d'auteur. Donc là c'est sur Liseuse. Je suis déjà je suis assez loin, je suis déjà à 35% de lecture. C'est pas trop mal pour le moment, voilà. Je peux pas dire si j'aime ou si j'aime pas, c'est pas mal. Pour l'instant, je trouve pas ça incroyable. Je sais pas trop en fait où l'auteur va nous mener. Ici, on va suivre une dame qui a donc 48 ans, je pense, qui a vécu un grand drame dans sa vie et pour son 48e anniversaire, en fait, sa famille l'a inscrite à un programme pour être astronaute. Et en fait, là, elle est en train de passer les tests pour être astronaute et elle va rencontrer d'autres personnes qui veulent aussi devenir astronaute et qui passent également les tests. Voilà, pour l'instant, je suis là. J'ai pas grand chose à en dire, mais je sais pas trop où l'auteur nous mène en fait. Et coucou, on est samedi 24 février, je vous retrouve pour clôturer ce petit vlog lecture. Alors j'ai pas de point lecture à vous présenter, j'ai entamé un roman mais bon je suis loin d'avoir fini. Donc j'ai commencé Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery, je vous en parlais dans cette vidéo, je l'ai reçue cette semaine et du coup je l'ai entamé. J'avais très envie d'une lecture dans ce style là et je pensais terminer la saga de Anne parce qu'il me reste 2 tomes à lire. Mais en fait j'ai eu très envie de lire celui-là parce que il vient de paraître et voilà c'est une nouveauté. Du coup ça me donnait envie de le découvrir. J'ai lu à peine 100 pages donc franchement je peux pas vous donner un gros avis par rapport à ce roman. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'on peut pas s'empêcher de faire des parallèles avec Anne de Green Gables. Et bien que l'héroïne soit différente, il y a quand même des similitudes assez conséquentes. Du fait que l'héroïne est une petite fille. Alors cette fois-ci elle a 8 ans, je crois que Anne elle doit avoir 11-12 ans quand on commence dans le tome 1. Ici elle a 8 ans, elle est orpheline, donc quand l'histoire démarre son papa est toujours vivant mais il est atteint de tuberculose et il va mourir. Donc elle va se retrouver orpheline parce qu'elle n'a pas de maman. Elle va du coup être recueillie dans la famille de sa mère.
Et voilà, l'histoire va démarrer vraiment quand elle est dans cette famille. Emily est une petite fille un petit peu comme Anne, dans le sens où elle est très rêveuse, elle est très poète dans l'âme, elle aime beaucoup écrire, elle fait beaucoup de métaphores, elle donne des noms aux arbres, ce genre de choses. Vraiment, ça ressemble très très fort à Anne de ce côté-là. Après, niveau caractère, elle est quand même différente, elle a quand même un franc-parler, etc. Mais elle est quand même différente. Mais on voit bien qu'on est quand même sur un petit peu le même style d'histoire. Ça se déroule également sur l'île du Prince-Édouard. Ça se renouvelle pas des masses, quoi. On croise également la ville de Charlottetown, ville qu'on retrouve dans Anne aussi, il me semble, parce que c'est pas la première fois que je vois le nom de cette ville, donc je pense que ça doit être dans Anne de King Gables. Voilà, pour le moment, c'est sympa. Je passe un bon moment dans cette lecture, mais je ne suis pas très loin, donc eh bien, disons que dans le prochain vlog lecture, je pourrais vous donner un avis final sur ce premier tome, puisqu'il y aura plusieurs tomes, je ne sais pas combien, mais il y en aura plusieurs, et vous dire si effectivement ça ressemble très fort à Anne ou pas du tout. Dans la saga de Anne, il me reste en fait 2 tomes, il me reste celui-ci, qui est Rila Marilla, avec toujours cette couverture vraiment super jolie. Et alors j'ai acheté cette semaine celui-là, je l'ai commandé comme ça, je me suis dit que j'avais vraiment toute la collection. Donc ça c'est le dernier, c'est les Chroniques d'Avonlea. J'adore cette couverture, elle fait hyper printemps. Elle fait partie des couvertures que je préfère vraiment dans les tomes de Anne. Voilà, très jolie. Et donc il me restera ces deux-là à lire dans la saga de Anne. Et puis là voilà, j'ai commencé la saga de Emily de New Moon. Vite fait un petit point sur ce roman, enfin sur ce livre, c'est pas un roman, mais sur ce livre, donc Mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose. Je vous avais dit que j'avais pas encore testé l'auto-hypnose, et bien il se trouve que j'ai essayé. Et contrairement à ce que je pensais, ça fonctionne très bien. J'ai réussi à avoir des résultats du premier coup en fait. J'ai essayé que 2 fois. Vraiment, j'avais très peu d'espoir que ça fonctionne, et j'ai fait que j'ai fait 2 exercices. Le premier exercice, c'est donc, je vous disais, vous vous mettez debout et vous devez projeter votre conscience dans votre bras pour le faire en sorte qu'il se soulève, mais de lui-même. C'est assez particulier à expliquer comme ça, mais c'est bien mieux expliqué, voilà, dans le livre évidemment. Eh bien, ça a fonctionné du premier coup. J'ai pas levé mon bras très haut, mais je sentais vraiment que le bras se levait et que c'était pas volontairement, musculairement moi qui le levais. La sensation est vraiment bizarre. Du coup, j'ai essayé, je me suis dit, comme j'ai réussi du premier coup, je vais enchaîner avec le 2e exercice. Là, c'est la même chose, vous devez lever votre bras de cette façon-là, mais vous devez également demander à votre inconscient s'il accepte de communiquer avec vous. Vous devez penser à un code, donc oui, votre main qui va vers la gauche, enfin vers vous, non, votre main qui s'écarte de vous. Ça n'a pas fonctionné, voilà, moi j'ai pas eu de résultat, alors mon bras s'est levé encore plus haut que la première fois, ça oui. Mais par contre, je n'ai pas eu de résultat d'un côté ou de l'autre, voilà, j'ai pas réessayé encore, mais j'arrive à me mettre dans cet état nécessaire pour l'auto-hypnose, et je ne pensais pas que j'y arriverais, mais j'y suis arrivée. Si vous voulez un petit tips pour savoir comment faire, si vous l'avez peut-être déjà expérimenté. En fait, moi, en lisant le livre, je me suis rendu compte que cet état, j'avais déjà expérimenté cet état quand j'ai accouché, au moment de mes accouchements. Disons que quand j'ai accouché, moi j'ai accouché 2 fois sans péridurale, par choix, et entre 2 poussées, quand tu as ta contraction, tu dois pousser, tu as horriblement mal, hein, c'est là vraiment que ta douleur est à son point culminant, mais quand ta contraction diminue, et que tu n'es plus en contraction, tu n'as plus mal, enfin, je suppose que tu as quand même encore mal, mais disons qu'avec l'adrénaline, etc., tu ne ressens plus de douleur. Et en fait, entre 2 contractions, je m'endormais. En fait, je m'endormais pas, mais c'était ça. C'était cet état d'auto-hypnose. Je n'avais jamais su mettre un mot là-dessus. Je savais pas ce que c'était. Mais maintenant, j'ai compris que c'était ça. En fait, c'était vraiment... tout a été fait inconsciemment. Mais je partais à l'intérieur de moi-même. Je m'endormais pas, mais c'était un état de repos intense pour reprendre de l'énergie, pour pouvoir pousser à la prochaine contraction. Et je me souviens très bien que la gynéco et les sages-femmes qui étaient là, qui m'entouraient, rigolaient parce que
elle voyait que je partais, mais c'était pas s'évanouir, c'était vraiment un état de relaxation intense. Je sais pas trop comment le qualifier, enfin si maintenant je sais, c'est de l'auto-hypnose que je faisais inconsciemment. Et ça les faisait rire, et ça je m'en souviens très bien parce que je les entendais, mais je les entendais de très très loin. Et puis quand la contraction revenait, je revenais, c'est comme si je revenais dans mon corps en fait. Et en lisant le livre, j'ai compris que c'était ça. Il fallait réussir à se mettre dans cet état-là. Et du coup, j'y suis arrivée directement. Et j'en suis vraiment très très contente. Pour me remettre dans cet état-là, alors bien évidemment, voilà, je suis pas en état d'accouchement, hein, mais j'ai essayé de me souvenir de ce que je faisais à ce moment-là, même si tout était très inconscient. Et en fait, je m'imagine partir à l'intérieur de moi-même. J'imagine que je suis dans ma tête et que je me mets en boule et je me recroqueville à l'intérieur de moi-même. Et quand je fais ça, eh ben, ça fonctionne directement. Voilà, je sais pas s'il y a des différentes façons de faire, j'en sais trop rien. Mais voilà un petit truc, si jamais vous voulez vous mettre en état d'auto-hypnose et que vous n'y arrivez pas, voilà comment moi je fais. Et ça fonctionne. Je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, mais écoutez, voilà. Je vous ai dit que je vous parlerai d'un petit peu de tout dans ces vidéos. Donc ici, on est un petit peu sur plus ce qui est spirituel, ésotérique. Ça change un petit peu. Voilà, par rapport à cette vidéo, je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à commenter pour me faire savoir que vous aimez ce format. Le premier vlog que j'ai fait, donc il y a 2 semaines, vous a énormément plu et ça m'a trop fait plaisir. Franchement, c'était top. J'ai adoré avoir tous vos commentaires. J'ai jamais eu autant de commentaires sur mes vidéos et c'était vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir et c'est gai de pouvoir un petit peu discuter avec vous. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Bye!